Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes le mercredi 8 avril, ici Lyon. Bon, bonjour à tous, merci pour tous les partages, toutes les vues, je crois 9000 vues pour la dernière vidéo. Je passe un petit bonjour au Québec, j'ai eu des messages, je passe un petit bonjour à la Côte d'Ivoire, et oui, effectivement. Donc voilà, merci pour tous ces partages. Je suis un peu énervé, j'ai un peu la rage là. On nous prend vraiment pour des imbéciles, pour rester le plus possible dans la politesse. C'est-à-dire que ceux qui ont désarmé le système hospitalier, en imposant une discipline budgétaire demandée, entre parenthèses, demandée par Bruxelles, viennent maintenant, après avoir fait gazer le personnel soignant des mois, ils viennent, la main sur le cœur, nous expliquer qu'ils sont du côté des soignants, tout en ne leur donnant pas les fournitures qui pourraient les aider à préserver leur santé, leur intégrité physique. Mais quel cynisme! Ce gouvernement nous prend pour des ânes et cet exécutif a du sang sur les mains. À hier soir, nous étions, je crois, dans les 10 300 morts, compté environ au moins 3000 personnes dans les EHPAD, avec un taux de progression de 30% d'augmentation chaque jour, et pour les autres personnes, compter une augmentation d'environ 9% par jour. Voilà. Bon, ceci étant dit, ils ont du sang sur les mains, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quelques petites brèves. Ce week-end, une médecin, SOS médecin, agressée à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Alors, un individu qui prétendait être armé avait agressé une soignante de 36 ans alors que cette dernière venait de visiter un patient dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait tenté de la faire monter de force dans sa voiture SOS médecin. La victime était parvenue à se débattre, criant pour alerter le voisinage. Son agresseur avait alors pris la fuite, au volant du véhicule bien sûr, et cette voiture a été retrouvée quelques heures plus tard à Saint-Étienne, puis placée sous surveillance. La police a alors procédé à l'interpellation de 2 hommes qui s'apprêtaient à monter à l'intérieur, et l'un des 2 suspects a pu être formellement identifié comme étant l'auteur de l'agression de cette femme Toubib. Ce monsieur, originaire de Vaux-en-Velin, très défavorablement connu des services de police, l'individu venait de sortir de prison le 24 mars, âgé de 22 ans. Il cumulerait une 60aine d'antécédents judiciaires. Sa place, effectivement, est plutôt en prison. D'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan avait fait, lui qui est toujours un peu à l'écoute des Français, avait d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Donc, honte au gouvernement qui veut toujours libérer 7000 détenus pour éviter des émeutes dans nos prisons. J'avais l'occasion de passer sur ma page Facebook une vidéo où l'on voyait, très émouvant d'ailleurs, des soignants épuisés qui à leur tour rendent hommage au personnel de nettoyage des hôpitaux et qui eux aussi sont particulièrement exposés et qui doivent tripler leurs tâches, ils nettoient 3 fois plus pour éviter qu'il reste des traces du virus. Donc on voyait une petite femme de ménage qui poussait son chariot, puis dans ce coup, il y avait une quinzaine de soignants autour qui l'applaudissaient. Donc, ma foi, c'est toujours très, très, très plaisant de relater ce type d'événement. Alors, pareil, pour en revenir à nos soignants, devant le manque d'anticipation des autorités, qui, bien sûr, qui constate une pénurie dans de nombreux hôpitaux, notamment à Lyon, vous vous rendez compte qu'un tuto a été fait pour créer un tablier avec des sacs poubelles. Dans un mail destiné au personnel des hospices civils de Lyon, vendredi après-midi, la direction explique, après avoir sollicité de nombreux acteurs pour se fournir en matériel, masques, gants, blouses et surblouses, il devient de plus en plus difficile, voire impossible, de se procurer des équipements de protection. 6e puissance économique du monde. Ce désarroi s'illustre par des consignes données, par exemple pour la récupération, lavage et remise en circulation des tabliers qui sont au départ à usage unique. Donc on leur dit merci d'être vigilants, de ne pas déchirer le lacet dans le dos, et des consignes seront données sur chaque groupement pour le circuit de récupération de ces équipements. Et puis ils sont allés plus loin, mettant un tutoriel pour la fabrication de tabliers à partir de sacs poubelles de 110 litres. Et oui, enfin bon.
quand en plus, déjà il y a quelques jours, la direction des hospices civils lançait un appel aux dons sur sa page Facebook aux entreprises, commerçants, restaurateurs, artisans, collèges, lycées, magasins de bricolage, jardinerie, coiffeurs et toute personne qui souhaite nous aider à collecter ces équipements. Il y a une razzia qui a été faite dans certains collèges, tout le matériel, les charlottes, les gants, les tabliers, etc., qui servaient aux femmes de la cantine hein, pour servir la restauration aux enfants, ben, tout est passé pour les hôpitaux, hein, parce que les hôpitaux n'en ont pas. Donc, ce qui me fait dire que ben, la rentrée au mois de mai, s'il y a rentrée, ce que je doute, et ben, on pourra même faire manger les gamins parce que les cantinières n'auront même pas d'équipement de protection. Donc, vous voyez, voilà. Une petite anecdote aussi, des sensations désagréables, des rougeurs, des boutons ou encore des brûlures. C'est ce qu'a ressenti une partie du personnel soignant du centre hospitalier intercommunal de Créteil en portant des masques périmés fournis par leur direction. Ils étaient fabriqués en juillet 2013, leur limite d'utilisation était fixée à juillet 2018. Et voilà. Le ministère du Travail avait garanti l'utilisation en toute sécurité de ces masques FFP2 périmés depuis moins de 24 mois. Mais il faut croire qu'il y a eu des conditions de conservation qui n'ont pas été observées, ce qui fait que le personnel se serait bien passé de ces désagréments et de cette urticaire due au masque. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, hier, je crois, Olivier Véran a parlé des masques. Et en conclusion, je résume un peu, pour hier, puisqu'on n'avait pas de masque, le port du masque par la population était donc inutile. Mais si demain, on a des masques pour tous les Français, peut-être que le port du masque sera obligatoire. Donc, j'en conclus que hier, comme demain, ils continuent à prendre les Français pour des imbéciles. Alors, malgré les promesses de Macron, la main sur le cœur, hein, le gouvernement va continuer à détruire l'hôpital public. Emmanuel Macron a promis un plan massif d'investissement après la crise Covid-19. Mais Olivier Véran ne fait que suspendre les plans d'économie. Et il y a un double langage. J'ai pu voir un courrier pour l'hôpital de Nancy. Il y aura 598 postes et 178 lits qui seront supprimés après, quand vous aurez tourné le dos. Voilà. Hein, donc vous voyez les promesses de Macron. D'ailleurs, Macron, hier, à Pantin, n'a pas donné le bon exemple. Pas de confinement, pas de distance de sécurité. Macron était content pour son ego. Il a fait une espèce de bain de foule. Alors, il y avait des vivas, mais il y avait aussi beaucoup de cris poussant la démission. Mais voilà, bon, les médias ont pu nous montrer Macron au milieu du petit peuple. Enfin, dans les banlieues surtout. Hein. J'en reviens, toujours c'est les soignants, cette pénurie avec les soignants qui crient au secours. Macron, quand même, ce gouvernement devrait rendre des comptes. À Roanne, c'est vraiment la pénurie. L'hôpital récupère des chaussures de service et des gants auprès de l'abattoir de Roanne. Oui. Puis des vignerons aussi apportent des masques. Quant aux plus anciens, les vieux, ils vivent dans la terreur d'une éventuelle hospitalisation, car ils savent qu'il n'y aura pas de place pour eux et qu'on les laissera mourir ou ils auront droit à une piqûre. J'ai vu quelques photos d'un chirurgien à passer qui travaille à l'hôpital Henri Mondor en région parisienne avec un camion frigorifique pour garder les corps, hein, tellement il y a de décès, il n'y a pas assez de place. Donc, il avait fait une photo en 2003 au moment de la canicule, et puis en 2020 pour le coronavirus, excusez-moi. Donc, en fin de compte, aucune leçon des événements du passé. Nous n'avons toujours pas des moyens de soigner les malades en général, et même pas de chambre froide suffisante pour conserver les corps. Il est aussi à noter que au Grand Marché Gare à Rungis, effectivement, il y a une partie des locaux qui sont utilisés comme chambre froide pour la conservation des décédés. Alors, il faut savoir que l'État fait du racket. Il vole les masques. C'est-à-dire que j'ai lu récemment, pour la deuxième fois en une semaine, une nouvelle commande de masques arrivée dimanche à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et à destination de la région Bourgogne-Franche-Comté, a été confisquée par l'État. C'est la présidente du conseil régional
qui le dit. D'ailleurs, elle exige une répartition plus solidaire. Déjà le jeudi 2 avril, une première commande de masques de protection faite à l'initiative de la région avait été aussi confisquée par l'État. Et donc, il y a une nouvelle cargaison qui a été réquisitionnée, intégralement réquisitionnée par l'État, sans concertation ni même information préalable. Idem pour les commandes de l'Île-de-France, idem pour les commandes de la Provence-Côte d'Azur. Rhône-Alpes-Auvergne, je ne sais pas, je n'ai pas les informations. Donc l'État qui ne s'est pas soucié de commander en février se permet de racketter les régions qui, elles, ont su anticiper la commande et qui ont payé ces masques et qui s'apprêtaient donc à les diffuser auprès des hôpitaux, de certains services publics. Et bien non, l'État, lui, les récupère. Voilà. Quelle moralité, hein. Alors, évidemment, c'est une tragédie, hein. La polémique enfle et les protestations se multiplient chez les soignants hospitaliers, dans le monde médical, dans les forces de l'ordre. Effectivement, absence totale de masques et surtout des masques protecteurs, les FFP2. Donc, on nous avait affirmé que les masques de protection n'étaient pas nécessaires, puis qu'un contingent de 15 millions avait été débloqué, et puis qu'on allait encore passer commande de 250 millions. Le gouvernement s'est enfin décidé ce 28 mars à passer commande de 1 milliard de masques. C'est un aveu terrible, car en fin de compte, cette commande survient alors que cela fait plus de 3 mois 4 mois même que l'épidémie s'est déclarée en Chine, et 3 mois que le gouvernement est informé des risques encourus par la France. Cette commande a été prise sous la pression du cabinet d'avocats qui représente le collectif C19 qui a adressé une sommation interpellative au ministère des Solidarités et de la Santé pour recevoir les contrats et commandes de masques, quel que soit leur type, qui ont été conclus par l'État depuis le 20 décembre 2019. Mais à mon avis, il n'y avait pas grand-chose, hein. Donc toutes ces affaires démontrent la façon sidérante, l'amateurisme, l'indolence, les mensonges, les tergiversations, la totale incompétence et l'irresponsabilité du président de la République et de son gouvernement. Nous sommes d'accord, de gauche, de droite, du centre, un chef d'État et des ministres dignes de ses responsabilités auraient passé commande de masques depuis au moins la fin janvier ou le début février. Peut-être des centaines et des milliers de vies auraient été sauvées. Rappelez-vous que le 20 mars, sur BFM TV, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, crée une polémique en affirmant « Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde, et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque, parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Si on se gratte le nez sous le masque, on a du virus sur les mains, ça peut même être contre-productif. » Ah, Sibeth, franchement. Et donc, enfin, le 28 mars, la Direction générale de la santé informe la presse que la France a commandé un total de 1 milliard de masques. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a que 74 millions de FFP2 à la Chine. Bon, il y aura un pont aérien entre la France et la Chine, auquel, dans ce dispositif, Air France va participer également. Mais nous avons quand même appris qu'une partie des commandes seront livrées au mois de juin. Au mois de juin, vous m'entendez bien? Voilà. Hein. Depuis janvier, la fin des commandes, le solde des commandes arrivera en juin. Donc on peut se poser la question, en informant la presse que l'État vient de commander 1 milliard de masques, est-ce que ceux-ci vont être acheminés par un pont aérien? On a donc une confirmation, ça donne à penser qu'aucune commande de masques n'a été passée entre le 3 et le 28 mars. Encore une fois, incompétence, irresponsabilité au sommet de l'État. D'ailleurs, ce n'est plus un gouvernement, c'est une ligue d'improvisation. On ne prévoit plus, on ne gouverne plus, on improvise. D'une semaine à l'autre, on dit tout au contraire. Comme je vous disais précédemment, c'est ce qu'on appelle gouverner au doigt mouillé, suivant le sens du vent. Alors, c'est très bizarre parce que on a le droit d'avoir des médicaments pour euthanasier, ils sont autorisés. Les médicaments pour sauver des vies sont interdits. Un drôle de chemin qu'a choisi le gouvernement. Le Rivotril pour euthanasier nos aînés est autorisé. L'hydroxychloroquine et la zithromycine, eux, sont interdits. Notre gouvernement a littéralement la mort de nos concitoyens sur les mains. Je ne dirais pas qu'ils ont la mort sur leur conscience, car franchement, ont-ils vraiment une conscience? J'en doute. Comme d'habitude, la France sera la dernière à profiter de ce qu'elle peut produire. Comme d'habitude, c'est le cas de nos cerveaux qui s'exilent ou notre technologie qui est bien souvent bradée à des puissances étrangères. Le professeur Raoult
Mon pauvre monsieur, nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Tous les autres pays vous commandent des traitements, suivent votre protocole, sauf en France. On se demande bien pourquoi, mais j'ai ma petite idée. Comment? On nous parle d'interdire des médicaments prescrits depuis 50, 60, 70 ans. Le professeur Raoult a approuvé les résultats de son protocole. Et on continue de laisser mourir des gens. Combien de temps ça va durer? Combien de morts? Tant que c'est Édouard Philippe qui décide et Macron, je ne sais pas. Enfin bon. Je me pose une question. Les gens qui nous gouvernent sont franchement, je dirais pas des pourritures, et encore. Ils sont prêts à laisser mourir des milliers de personnes pour garder leur place au pouvoir. Puis ça ne soit pas trop. Et avec un peu de chance, les Français oublieront rapidement. Un philosophe a écrit dans un livre « Ce qu'il y a de pratique dans les démocraties représentatives, comme la nôtre, c'est qu'il n'y a jamais de responsable. Dans d'autres pays, je veux dire, devant cette hécatombe, cette impréparation, un ministre aurait démissionné. Mais chez nous, non. Au contraire même. Enfin, on a des élites qui s'imaginent qu'on va nous faire avaler des couleuvres. Peut-être, ils nous prennent pour des gamins de l'école primaire. Mais non, franchement, on n'est pas dupes. D'ailleurs, on comprend tout à fait le traitement à 10 centimes le comprimé, ça n'intéresse personne. Les copains de l'industrie pharmaceutique, ceux qui financent les campagnes électorales, ne gagneraient pas d'argent. Donc, c'est ça, cette mondialisation pourrie. C'est la Big Pharma, principalement. Donc, laissez-moi vous dire que si on débute à prescrire à tout le monde les prescriptions d'hydroxychloroquine, eh ben cela va enterrer toutes les autres essais thérapeutiques que sont en train d'essayer de mettre au point les labos. Et oui, c'est bête, donc du coup, ils vont perdre de l'argent, la valeur en bourse va baisser, donc du coup, il ne faut surtout pas que ce traitement bon marché puisse passer. On peut remarquer une chose aussi, c'est bizarre, pas de masque, pas de protection, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Par contre, pendant la crise des Gilets jaunes, du gaz lacrymogène, des balles de LBD, tout ce qui était bon pour tirer sur le peuple, là c'est bon, il n'y avait pas de problème de financement. Enfin bon, vous avez compris, sauvez des vies, restez chez vous, sauvez des vies, ne votez plus jamais pour Macron et ses candidats. J'ouvre une parenthèse, à l'EHPAD de Mougins, sur 109 résidents, 34 morts. Aïe. Alors, je vais partir sur un tout petit peu un texte philosophique écrit par un Tchadien, Mustapha Daleb, la plus belle plume tchadienne, a écrit « L'humanité ébranlée et la société effondrée par un petit machin ». Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi, il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu. Oui, il y a cessez-le-feu, il y a trêve. Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Effectivement, les manifestations, le fameux Irak, a pris fin. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu, avec report des échéances électorales. Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Remise d'impôts, exonération, crédit à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques, voilà. Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Baisse de prix à la pompe, protection sociale renforcée. Soudain, on observe dans le monde occidental que le carburant a baissé, la pollution a baissé. Les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants. Les enfants apprennent à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité. Les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau.
Riches et pauvres, nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. Nous réalisons que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut sortir. Rendez-vous compte, quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. La peur envahit tout le monde, elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller aussi habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et elle leur a révélé, pour certains, un humanisme. Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars et qui se croient forts pour cloner les êtres humains pour espérer vivre éternellement. Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr, que le songe devienne mensonge. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Qui sommes-nous? Que valons-nous? Que pouvons-nous faire face à ce coronavirus? Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. Interrogeons notre humanité dans cette mondialité à l'épreuve du coronavirus. Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous vivants? Et oui, un petit peu de philosophie, ça fait pas de mal. Ça fait vraiment pas de mal. Alors, je vais terminer sur quelque chose d'un peu plus vindicatif. J'ai eu l'occasion de voir une ancienne affiche du maréchal Pétain. Aussi, c'était En Marche, hein, Pétain, c'est du temps. Il est inadmissible de placer son bien-être personnel au premier plan des préoccupations du moment. Critiquer, récriminer, c'est agir sciemment contre la France et inconsciemment contre soi-même. Notre défaite est le prix de notre égoïsme et de nos erreurs passées. Des prisonniers, des réfugiés endurent de cruelles privations, pensez à eux. Notre chef, le maréchal Pétain, a la volonté de rétablir une France nouvelle. Suivons-le, taisons-nous. C'était ça, vous voyez, avec le maréchal Pétain, là. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai dit, effectivement, c'est le monde nouveau. Hein. Notre président a la volonté d'établir un nouveau monde. Pas de critique, hein, il nous faut faire l'union sacrée, l'union nationale derrière lui. Tous en marche. Tous en marche, droit dans le mur. Droit dans le mur. Donc, je répète, sauvez des vies. Ne votez pas, ne votez plus Macron et ses candidats. Tenez-vous pour dit, ils ont fait la preuve de leur incompétence, si ce n'est de leur cruauté plutôt, pour laisser une situation s'enliser comme celle-ci, en ne voulant jamais reconnaître leur tort. Voilà. Des semaines auront passé, des mois auront passé. J'ose espérer que les Français n'auront pas la mémoire courte et sauront s'en rappeler. Voilà. Faites très attention à vous. On n'en est pas encore arrivé au pic. Soyez prudents. Et serrons-nous les coudes. Et puis écoutez, à travers toute la France, à travers toute l'Europe, à travers le monde entier, parce que j'ai des personnes qui apprécient mes vidéos à plusieurs parties de notre planète. Je vous dis d'être prudent. J'espère vous revoir très prochainement en bonne santé. Allez. Je vous laisse sur cette triste constatation. Merci beaucoup en tous les cas. Partagez, comme vous le savez, je suis censuré par Facebook. Je ne peux absolument pas partager dans tous les groupes où j'avais l'habitude de partager. Donc, essayons de faire 9 000, 10 000 vues. Je compte sur vous pour partager.
Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.